Dans les archives photographiques d'un musée régional installé dans une ancienne maison bourgeoise de la Loire, l'historienne Adèle Moreau fit en 1937 une découverte qui d'abord ne lui sembla être qu'un caprice du hasard, une coïncidence amusante parmi d'autres curiosités de la fin du XIXe siècle. En classant les portraits de famille réalisés entre 1884 et 1912 par différents photographes du département, elle remarqua, sur une image jaunie représentant une famille d'industriels de Saint-Étienne, la présence de deux jumeaux debout à l'arrière, deux garçons au visage pâle, au regard fixe, portant des tenues strictes qui ne correspondaient pas tout à fait au style des autres enfants. Leur posture était un peu raide, comme s'ils avaient été ajoutés ou en retard au moment de la prise de vue. Elle sourit d'abord en se disant que ces deux enfants, probablement les fils cadets de la famille, avaient simplement été oubliés dans la légende écrite au verso de la photographie. Mais quelques heures plus tard, en examinant un autre portrait de 1891, cette fois appartenant à une famille complètement différente, originaire d'un petit village situé à près de 50 kilomètres, elle remarqua deux enfants, identiques, placés cette fois dans un coin de l'image, leur silhouette légèrement floue mais reconnaissable. Même traits, même cheveux, même manière de tenir leurs mains l'une dans l'autre. Intriguée, elle compara les deux clichés côte à côte et sentit une légère hésitation, un trouble presque imperceptible. La ressemblance était trop parfaite pour être fortuite. Il était certes possible que deux séries de jumeaux se ressemblent, mais la forme précise du visage, l'inclinaison de la tête, l'aspect du regard, tout semblait correspondre comme si c'étaient les mêmes enfants photographiés à quelques années d'écart. Poussée par la curiosité, elle continua son classement et, à sa grande surprise, retrouva encore ses deux enfants, ou plutôt leur double, sur une photographie de 1894, puis sur une autre de 1897, puis encore en 1901. Toujours deux, toujours ensemble, toujours légèrement décalés par rapport au groupe familial principal, comme si leur présence n'avait jamais été prévue. Ce qui la troubla encore davantage, c'était qu'aucune de ces familles n'avait laissé de mention concernant des jumeaux. Dans les listes généalogiques conservées au musée, aucun enfant ne correspondait à ces silhouettes. Parfois, la famille photographiée n'avait eu que des filles, parfois un unique fils, parfois des enfants morts en bas âge, mais jamais deux garçons jumeaux. Adèle entreprit alors une analyse détaillée. Elle mesura les proportions de leurs visages, examina la manière dont la lumière se posait sur leurs traits, observa les plis de leurs vêtements. Elle remarqua même que sur plusieurs clichés, les deux enfants portaient exactement les mêmes chaussures, avec une usure identique sur le bout droit, détail improbable d'une famille à l'autre. L'idée d'un montage photographique lui traversa l'esprit, mais elle la rejeta presque aussitôt. Ces clichés avaient été réalisés par des photographes différents, dans des villages éloignés, à des années d'intervalle, et la retouche photographique était alors trop rudimentaire pour permettre une duplication aussi subtile. De plus, les enfants apparaissaient toujours avec une légère variation dans l'angle du corps ou la position des mains, comme s'ils avaient réellement été présents, mais d'une manière que personne ne semblait noter. Fascinée, Adèle décida d'approfondir son enquête en consultant les archives civiles. Actes de naissance, registre de recensement, correspondance familiale. Elle espérait trouver une trace des deux enfants, une mention oubliée, une anomalie généalogique. Mais dans chaque cas, elle trouva seulement un silence parfait. Aucune famille n'avait déclaré deux jumeaux correspondant aux dates et aux lieux des photographies. Lorsqu'elle interrogea les descendants encore vivants d'une des familles, ceux-ci affirmèrent n'avoir jamais entendu parler de jumeaux dans leur lignée. Ils reconnaissèrent certains visages sur la photo, mais pas les deux garçons en arrière-plan. L'un des hommes âgés, feuilletant l'album, déclara même que ces enfants ne faisaient pas partie de la famille et qu'on ne les avait jamais vus au domaine. Plus Adèle avançait,
plus elle avait l'impression de tomber sur une série d'apparitions discrètes mais récurrentes, comme si les jumeaux n'appartenaient à aucune famille, mais surgissaient à la périphérie des photographies sans que personne ne les ait invités ou mentionnés. En poursuivant son classement, elle fit alors une découverte encore plus troublante. Dans une boîte mal étiquetée provenant d'un studio photographique disparu depuis longtemps, elle découvrit une image datée approximativement de 1884, la plus ancienne de toutes, où les deux enfants apparaissaient cette fois seuls, debout devant une façade inconnue, comme s'ils avaient été photographiés indépendamment de toute famille. Et au verso de la photo, au lieu d'un nom, il n'y avait qu'une courte annotation tracée d'une écriture hésitante « Personne ne les connaît ». Au lendemain de la découverte de la photographie de 1884, portant la notation troublante « Personne ne les connaît », Adèle Moreau sentit que son enquête venait de franchir un seuil. Jusque-là, elle pouvait encore considérer la présence répétée des deux enfants comme une coïncidence statistique, un mélange improbable d'erreurs d'archivage, de confusion familiale et de ressemblances génétiques. Mais cette mention écrite de la main d'un photographe inconnu, une phrase aussi simple que définitive, semblait affirmer qu'à l'époque même où l'image avait été réalisée, les deux enfants étaient déjà perçus comme étrangers, comme s'ils appartenaient à la scène sans en faire partie. Déterminée à comprendre, Adèle entreprit d'étudier de plus près le studio photographique d'où provenait le cliché de 1884. Le nom, à demi effacé sur le carton support, l'amena à un photographe nommé Fernand Clergue, actif entre 1879 et 1892 dans plusieurs communes rurales avant de disparaître des annuaires professionnels. Elle consulta les archives locales et retrouva quelques documents mentionnant ce photographe, un homme solitaire, passionné par l'expérimentation technique, qui réalisait des portraits itinérants en installant ses appareils dans les granges, les jardins ou les places de village. Mais nulle trace de notes sur les enfants en question. Elle parvint, après plusieurs jours de recherche, à localiser une malle contenant ce qui restait du fond de Clergue. Des lentilles abîmées, des négatifs collés, des carnets incomplets. Et au milieu de ces fragments, elle découvrit un registre dans lequel le photographe avait noté les noms des personnes qu'il avait portraiturées. Mais pour l'année 1884, deux lignes restaient vides, juste marquées d'un trait horizontal et du mot « inconnu », sans autre détail. Aucun autre portrait de personne non identifiée n'apparaissait dans le registre. Comme si ces deux enfants, les seuls à ne pas avoir été nommés, avaient laissé une impression suffisamment forte pour être consignés malgré tout. Ce qui troubla encore davantage Adèle fut un dessin griffonné dans la marge du cahier. Deux silhouettes d'enfants, stylisées, presque schématiques, se tenant la main, avec une flèche indiquant la mention « Vue encore ». Cette annotation, ambiguë, semblait suggérer que le photographe avait croisé les deux enfants plus d'une fois, peut-être dans plusieurs villages, ce qui concordait étrangement avec leur présence sur des photographies éloignées dans le temps et l'espace. Adèle commença alors à dresser une carte des lieux où les jumeaux étaient apparus. Saint-Étienne, Feurs, Charlieu, Roanne, puis deux hameaux isolés dont les archives ne comportaient que quelques clichés d'école. Les distances étaient importantes, mais la chronologie montrait que les enfants apparaissaient parfois à quelques semaines d'intervalle, dans des régions séparées par plusieurs dizaines de kilomètres. Un déplacement impossible à vérifier, mais trop rapide pour des enfants supposés appartenant à une famille sédentaire. Plus elle avançait dans sa cartographie, plus elle remarquait un motif. Les jumeaux apparaissaient toujours dans des images de groupe, mais jamais au centre, jamais comme des sujets principaux. Ils se plaçaient systématiquement dans les bordures du cadre, comme attirés par les marges, par la périphérie de la composition. Certains clichés montraient même une particularité étrange. Les ombres que projetaient les enfants n'étaient pas toujours orientées de la même manière que celles du reste du groupe. Parfois, la direction semblait légèrement décalée, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour que Adèle, en agrandissant les tirages, constate une incohérence lumineuse.
Elle nota ce détail d'abord comme un défaut technique, mais la répétition du phénomène finit par créer en elle un malaise diffus, comme si les enfants n'étaient pas soumis aux mêmes conditions de lumière que le reste de la scène. Cherchant à vérifier cette hypothèse, elle fit appel à un collègue spécialisé dans l'histoire des techniques photographiques, qui examina lui aussi les clichés. Après plusieurs analyses, il conclut que les ombres étaient atypiques, sans pour autant pouvoir affirmer une manipulation ou un montage. Il ajouta toutefois que la netteté des enfants sur certaines images semblait incompatible avec les focales utilisées à l'époque, comme si l'objectif avait choisi de les rendre plus visibles que les autres sujets. Adèle poursuivit ses recherches dans les archives départementales, espérant trouver des témoignages, des rumeurs, des histoires locales évoquant des enfants errants, des jumeaux à beaux damnés, des familles inconnues. Elle consulta même des registres d'orphelinat, mais ne trouva rien qui corresponde aux traits distinctifs des deux garçons. Pourtant, un document finit par attirer son attention. Un journal local, daté du 3 septembre 1892, mentionnait brièvement que 2 enfants semblables aperçus plusieurs fois sur les routes de campagne n'ont pu être identifiés. L'article, très court, ne donnait aucun détail sur leur âge, leur comportement ou leur origine, mais évoquait une rumeur parmi les habitants des communes alentours. Intriguée, Adèle chercha les éditions suivantes du journal, mais aucune n'y faisait référence, comme si l'événement avait été jugé trop insignifiant ou peut-être trop étrange pour être suivi. Ce fut alors qu'elle découvrit quelque chose qui fit vaciller toutes ses certitudes. Un cliché daté de 1912 pris lors d'une fête paroissiale, où les 2 enfants apparaissaient encore identiques à eux-mêmes, sans aucune marque du temps passé. Elle calcula rapidement. S'ils avaient eu environ 8 ans en 1884, ils auraient dû en avoir plus de 30 en 1912. Mais sur la photographie, leurs visages étaient exactement les mêmes, leurs silhouettes inchangées, leurs vêtements presque identiques, comme si le temps n'avait aucune prise sur eux. Cette constatation fit naître en elle une sensation étrange, un sentiment de basculement. Et ce sentiment devint plus intense encore lorsqu'elle observa le coin inférieur gauche du cliché. L'un des 2 enfants regardait droit l'objectif avec une fixité si précise, si directe, qu'elle a eu le fugatif impression qu'il savait qu'elle, Adèle, le verrait un jour. Les jours qui suivirent la découverte du cliché de 1912 furent pour Adèle Moreau empreints d'un mélange d'excitation intellectuelle et d'un trouble diffus qu'elle peinait à définir. Elle ne croyait nullement aux phénomènes surnaturels et se considérait comme une archiviste rigoureuse, attachée aux faits, aux traces matérielles, aux preuves que l'on peut mesurer, analyser, classer. Pourtant, la répétition des apparitions des 2 jumeaux dans des contextes distincts sur des périodes si longues, sans vieillissement apparent, mettait à l'épreuve tout ce qu'elle connaissait du fonctionnement des archives et des familles. Déterminée à y voir plus clair, elle décida de s'intéresser non plus aux documents écrits, mais à la matérialité même des photographies. Papier, émulsion, format, type de procédé. Elle confia certains clichés au laboratoire photographique du musée, où l'on examina les couches d'argent, les fissures du nitrate, les marques laissées par les appareils utilisés. À sa grande surprise, les analyses révélèrent qu'il n'y avait aucune anomalie technique. Les photos semblaient authentiques, sans signe de manipulation, sans indice de double exposition ou de retouche, ce qui renforça l'idée que les 2 enfants figuraient réellement devant les objectifs. Ce constat, loin de la rassurer, augmenta au contraire son malaise. Chaque preuve matérielle excluait la fraude et laissait grandir l'hypothèse impossible, absurde, que ces enfants se trouvaient effectivement dans tous ces lieux sans jamais changer. En parallèle, Adèle décida d'examiner attentivement les expressions de leur visage. Elle remarqua que l'un des jumeaux, celui placé le plus souvent à gauche, avait une manière particulière d'incliner légèrement la tête, tandis que l'autre gardait une posture plus droite.
Elle observa également que leur regard, bien que dirigé vers l'objectif, semblait parfois légèrement décalé, comme si leurs yeux ne se focalisaient pas exactement au même point que les autres sujets du groupe. Ce décalage minime créait une impression subtile, presque imperceptible, mais suffisamment troublante pour donner à leur visage une étrange fixité, une tension silencieuse qui échappait aux autres portraits de l'époque. Cherchant à comprendre ce qui pouvait expliquer ce phénomène, elle examina les photographies sous différentes lumières, utilisant même une loupe à forte puissance. C'est ainsi qu'elle remarqua un détail qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sur plusieurs clichés, les contours des jumeaux semblaient légèrement plus nets que ceux des autres enfants ou adultes présents dans l'image, comme si le photographe avait involontairement effectué une mise au point sur eux, même lorsqu'ils se tenaient au second plan. Cette netteté excessive, quasi improbable pour les appareils utilisés entre 1880 et 1910, renforça en elle l'intuition que les enfants attiraient l'objectif non pas par leur position, mais par une forme de présence qui modifiait la répartition de la netteté. En parallèle de ces analyses techniques, Adèle entreprit d'interroger les archives narratives, journaux intimes, correspondances, rapports de police, registres municipaux. Elle espérait trouver des témoignages d'enfants étranges aperçus dans la région, mais les sources restaient lacunaires. Pourtant, dans un cahier de souvenirs écrit par une institutrice à la retraite, elle découvrit un passage troublant. En 1905, 2 garçons que je ne connaissais pas se sont tenus près de la porte de l'école. Je les croyais nouveaux, mais ils ne se sont jamais présentés. Le lendemain, ils n'y étaient plus là. Personne ne savait qui ils étaient. Cette mention, isolée, sans autre contexte, résonna fortement avec ce qu'elle observait sur les photographies. Adèle continua ses recherches et, après plusieurs semaines d'enquête, trouva un autre indice dans un registre paroissial où un prêtre de campagne mentionnait que, lors d'une procession en 1899, 2 enfants semblables marchaient au fond du cortège, mais personne ne les reconnut parmi les familles présentes. Ces témoignages, bien que rares et fragmentaires, semblaient confirmer que les jumeaux n'étaient pas seulement des anomalies photographiques, ils avaient été vus par des gens, parfois brièvement, parfois sans laisser de traces. Ce qui choqua Adèle plus encore fut une annotation trouvée au dos d'un cliché de 1908 représentant une fête du village. Écrite d'une main tremblante, la phrase disait simplement « Ils reviennent toujours ». Cette phrase, mystérieuse, presque résignée, semblait émaner d'une personne qui avait déjà observé les jumeaux à plusieurs reprises. À mesure qu'elle relisait ces notes, Adèle ressentait un sentiment nouveau, difficile à nommer, un mélange d'inquiétude et de fascination. Elle commençait à comprendre que ces enfants ne pouvaient être rattachés à aucune lignée, aucune adresse, aucun récit familial, comme si leur existence se situait hors du temps social. Une nuit, alors qu'elle travaillait seule dans la salle des archives, éclairée par une lampe qui projetait des ombres longues sur les murs, elle décida de superposer les photographies des jumeaux en ajustant leur silhouette sur un calque translucide. Ce qu'elle découvrit la fit frissonner. Les proportions de leur visage étaient absolument identiques d'une photo à l'autre, sans aucune variation dans la croissance, sans aucune marque d'évolution physiologique. Pire encore, leur position relative sur les images semblait suivre un motif géométrique comme s'ils se plaçaient toujours aux mêmes distances selon un schéma précis qu'elle avait du mal à comprendre. Poursuivant l'analyse, elle aligna les images dans l'ordre chronologique et constata un autre détail stupéfiant. Les jumeaux se rapprochaient progressivement du centre du cadre au fil des années, comme si leur présence devenait de plus en plus affirmée, de moins en moins marginale. Sur les premières photos, ils étaient presque invisibles, noyés dans les groupes. Mais sur les images plus récentes, leur regard gagnait en intensité, en présence. Adèle sentit alors une forme de vertige. Ce n'était pas seulement qu'ils apparaissaient, c'était qu'ils semblaient s'approcher.
Cette intuition, à la fois absurde et évidente, s'imposa à elle au moment précis où elle tomba sur une photo qu'elle n'avait jamais vue auparavant, conservée dans une enveloppe sans date. La photo représentait un groupe réuni devant une église. Il n'y avait aucune mention au verso, aucun nom, aucun lieu. Mais ce qui la fit trembler fut que les jumeaux n'étaient plus à la périphérie, ils se tenaient désormais au premier plan, parfaitement nets, les yeux dirigés droit vers l'objectif, comme s'ils attendaient qu'on les reconnaisse. Lorsque les jumeaux apparurent pour la première fois au premier plan d'une photographie, ce cliché non daté, glissé dans une enveloppe sans indication d'origine, Adèle Moreau éprouva le sentiment qu'une frontière venait d'être franchie, une limite invisible qui séparait jusqu'alors l'étrangeté discrète de l'inquiétude franche. Elle avait passé des semaines à étudier leur présence en marge, dans les arrière-plans, sur les côtés, dans les zones où l'œil hésite, croyant encore pouvoir attribuer leur existence à quelque hasard improbable ou à des répétitions de motifs photographiques. Mais leur apparition soudain centrale, frontale, assumée, donnait au phénomène une dimension nouvelle, presque volontaire. Elle eut l'impression fugitive que les enfants savaient que leur présence précédente avait été repérée et qu'ils avaient choisi de se montrer plus clairement, comme si leur position dans l'image dépendait non pas du photographe, mais du regard de celui qui, bien des années plus tard, étudierait les clichés. Troublée, Adèle examina la photographie en détail. Les jumeaux se tenaient côte à côte, légèrement en avant du groupe, sans toucher les autres personnes, leurs mains jointes calmement devant eux, leurs vêtements impeccablement nets malgré l'usure visible sur ceux des enfants du village qui les entouraient. Le contraste entre leur apparence immobile, presque trop nette, et celle plus vivante et spontanée des autres sujets de la photo créait une impression déroutante, comme si deux couches de réalité coexistaient dans le même tirage. En agrandissant la zone autour de leur visage, elle remarqua que la lumière semblait se poser différemment sur eux, avec une uniformité inhabituelle, alors que les autres visages portaient les ombres typiques d'une journée partiellement couverte. Cette différence subtile mais constante renforça son sentiment que quelque chose dans la présence des jumeaux n'obéissait pas entièrement aux règles de la photographie. Cherchant à comprendre, elle décida de s'intéresser à ce qui se trouvait derrière eux dans les images. Bâtiments, paysages, objets. Elle réalisa alors que, sur certaines photos, les jumeaux se tenaient souvent à proximité d'un élément architectural particulier. Une porte latérale, une petite fenêtre, un mur aveugle, comme si leur apparition était liée à ces zones liminales, entre intérieur et extérieur, entre visibilité et obscurité. Sur la photo non datée, derrière eux, on distinguait une porte en bois massif à moitié ouverte, dont l'ombre se projetait de manière nette sur le sol. Mais en examinant cette ombre à la loupe, Adèle vit quelque chose d'étrange. L'ombre de la porte semblait décalée par rapport à la lumière ambiante, comme si la source lumineuse ne coïncidait pas exactement avec celle éclairant le reste du groupe. Plus elle observait ce détail, plus elle avait l'impression que les enfants amenaient avec eux une forme de lumière qui n'était pas celle de la scène, une lumière cohérente dans tous les clichés où ils apparaissaient, quel que soit l'environnement. Cette découverte, loin d'apaiser son trouble, l'approfondit encore. Si les enfants avaient été ajoutés après coup, la lumière aurait été incohérente d'une image à l'autre. Mais ce qu'elle observait était l'inverse, une cohérence parfaite interne à leur présence, comme si eux seuls avaient été photographiés dans un environnement stable, immuable, répété. Poussée par cette intuition dérangeante, Adèle entreprit de comparer les positions des jumeaux sur toutes les photographies en les superposant avec des transparents. Et ce qu'elle vit lui donna une sensation de vertige. Les jumeaux, bien que photographiés dans des lieux différents, se tenaient toujours avec une inclinaison quasi identique du cou, une distance presque exacte entre leurs épaules, un angle récurrent des pieds, comme si toutes les photographies avaient capturé non pas deux enfants bougeant librement, mais deux silhouettes toujours prêtes dans la même posture. Pourtant, quelque chose changeait.
Leur proximité avec le centre des images augmentait au fil des années. Sur les premiers clichés, ils semblaient hésiter, presque flottants dans les marges. Dans les photos de 1897 ou 1901, ils étaient plus visibles. Dans celles de 1912 ou 1915, ils prenaient une place plus affirmée. Cette progression, lente mais constante, donnait l'impression qu'ils suivaient une forme de trajectoire. Au fil de ces analyses, Adèle commençait à se demander ce que serait la prochaine étape de cette progression. Que se passerait-il si un jour, ils apparaissaient non plus au premier plan, mais au tout premier plan, au niveau même du regard du photographe, comme s'il voulait franchir la dernière distance qui les séparait de l'objectif. Cette idée l'a hantée suffisamment pour qu'elle décide d'examiner plus attentivement la photographie la plus récente dont elle possédait, non pas celle de 1912, mais un cliché de 1931, pris lors d'une cérémonie communale. Elle ne l'avait pas encore étudié en détail car il était classé dans une boîte différente. En le sortant, elle sentit immédiatement une tension particulière, comme si le papier lui-même semblait plus rigide, plus chargé de sens. Et en examinant cette photographie à la loupe, elle vit quelque chose d'étrange. Les jumeaux n'étaient plus avec un groupe, ni même placés discrètement dans un coin de l'image. Ils se tenaient seuls au premier plan, parfaitement nets, mais cette fois, ils semblaient légèrement tournés, comme s'il avait commencé un mouvement, une marche lente vers l'objectif. Derrière eux, flou, le reste de la scène paraissait presque recul, comme si la profondeur de champ avait été inversée. Adèle n'eut pas le temps de poser la photo qu'un détail encore plus troublant la fit frémir. Au dos de l'image, écrit d'une main inconnue, se trouvaient ces 3 mots tracés d'une écriture sèche et pressée. Ils approchent encore. Pendant plusieurs jours, après la découverte du cliché de 1931 et de l'inscription « Ils approchent encore », Adèle Moreau tenta de travailler comme à son habitude, classant des registres, étiquetant des enveloppes, rédigeant des fiches descriptives pour le musée. Mais son esprit revenait sans cesse aux 2 jumeaux et à cette étrange progression, cette manière imperceptible mais constante de se rapprocher du centre, puis du premier plan, puis de l'objectif lui-même. Elle savait que jusqu'ici, elle n'avait observé que des documents statiques, des traces du passé capturées à l'instant d'une pause. Mais cette idée qu'un mouvement pouvait s'inscrire à travers des décennies, un mouvement lent, presque géométrique, lui donnait la sensation de contempler non pas une suite d'images, mais une trajectoire, une intention, quelque chose qui ne releverait plus du hasard. Elle décida alors de revoir toutes les photographies dans l'ordre exact où elles avaient été prises, espérant discerner une logique, une progression, un schéma invisible à l'œil non averti. Elle s'installa dans la grande salle du musée, ouvrant les volets pour laisser entrer la lumière douce de l'après-midi, alignant sur de longues tables les clichés soigneusement numérotés. 1884, 1887, 1891, 1894, 1897, 1901, 1903, 1908, 1912, 1915, 1923, 1927, 1927. Chaque photo racontait une époque, un contexte, une scène de vie différente, mais les 2 enfants, eux, semblaient immuables, bien que de plus en plus présents. Sur les clichés les plus anciens, ils étaient comme des spectres de bordure, flous, presque transparents, visibles seulement pour un regard attentif. Mais au fil des années, ils gagnaient en netteté, en densité, comme si la pellicule avait fini par mieux capter leur présence. Plus étrange encore, sur certaines photos, les plis de leurs vêtements étaient littéralement identiques, jusqu'à la courbure exacte d'une manche, comme si une seule et même image avait été déposée dans des environnements différents, légèrement réadaptés à la posture du groupe. Cette répétition quasi parfaite des plis, des ombres, des détails du tissu rappelait non pas des enfants vivants, mais des silhouettes reproduites,
transportés, repositionnés. Pourtant, cela ne pouvait être le cas. Les négatifs originaux, pour ceux qui avaient survécu, confirmaient que les jumeaux étaient bel et bien présents lors de la prise de vue, physiquement présents, pas ajoutés a posteriori. Adèle sentit alors que deux forces semblaient coexister dans ces images. D'un côté, la matérialité indéniable de la photographie. De l'autre, une anomalie fondamentale qui défiait les lois de la généalogie, du vieillissement, de la technique photographique elle-même. Cherchant d'autres indices, elle reprit les témoignages écrits, les notes marginales, les souvenirs d'instituteurs et de prêtres, espérant déceler un motif ancien, une rumeur qui expliquerait l'origine des jumeaux. Ce fut alors qu'elle tomba sur une correspondance qui l'arrêta net. Une lettre datée de 1890, écrite par un certain père Hilaire à un collègue, mentionnait deux enfants aperçus près du cimetière un soir d'hiver, marchant l'un derrière l'autre sans jamais répondre aux appels des adultes. La lettre ajoutait que les habitants du village parlaient de deux silhouettes qui ne changent pas, expression que le prêtre jugeait inquiétante, mais exagérée. Cette idée de silhouette inaltérable résonnait étrangement avec ce qu'Adèle observait depuis des semaines. Elle poursuivit sa lecture du courrier et découvrit qu'un autre prêtre, dans une lettre de 1902, évoquait les mêmes enfants que l'on dit avoir vus jadis, comme si l'histoire se transmettait oralement d'une génération à l'autre, sans jamais trouver de réalité précise. Plus elle avançait, plus elle avait l'impression que les jumeaux n'étaient pas simplement deux enfants qui auraient échappé au registre, mais quelque chose que les habitants avaient toujours perçu en marge de la vie quotidienne, sans jamais réussir à les identifier. Pourtant, la progression observée sur les photos demeurait sans explication. Et c'est au milieu de ces interrogations qu'un événement inattendu survint. En classant des clichés provenant d'un vieil atelier récemment racheté par le musée, elle tomba sur une enveloppe datée approximativement de 1937, l'année même où elle menait son enquête. À l'intérieur, un cliché encore humide, comme si le développement avait été interrompu, représentant une rue banale d'un village voisin. Mais dans le coin inférieur droit, les contours d'une silhouette commençaient à apparaître. Deux enfants, côte à côte, flous, inachevés, comme si la chimie de la photographie n'avait pas encore fini son travail. Adèle sentit un frisson la traverser. Comment un cliché en cours de développement pouvait-il déjà contenir une trace des jumeaux alors qu'elle-même venait juste de le découvrir? Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait lui expliquer ce paradoxe. Mais la salle était vide, silencieuse. Elle prit alors la photographie partiellement révélée et la retourna, au dos, écrit au crayon par une main qu'elle ne connaissait pas, figurait un message bref, presque un avertissement. « Tu les verras aussi ». Cette phrase, d'une simplicité glaçante, bouleversa toutes ses certitudes. Jusqu'alors, les jumeaux appartenaient aux images du passé, aux archives, aux souvenirs des autres. Mais ce message impliquait qu'ils n'étaient plus confinés au passé. Ils se rapprochaient de son présent, de son regard, comme s'ils suivaient une trajectoire non pas à travers l'espace, mais à travers le temps. Cette idée, absurde et pourtant terriblement logique au vu des indices, la laissa immobile, incapable de détacher ses yeux de l'image inachevée. Elle resta ainsi de longues minutes, jusqu'à ce que dans la chambre noire attenante, une faible odeur d'émulsion humide lui rappela brutalement que le développement photographique n'était pas encore terminé. Lentement, presque malgré elle, elle approcha la photo de la lumière rouge de la pièce et attendit que l'image finisse de se révéler. Petit à petit, les formes s'affirmèrent. La rue, les maisons, les pavés, et enfin, les jumeaux, parfaitement nets cette fois, si nets qu'elle crut à un instant qu'ils allaient sortir de l'image, debout au premier plan, tournés non plus vers l'objectif, mais légèrement vers sa gauche, comme s'ils regardaient quelque chose derrière elle. Lorsque les silhouettes des jumeaux se révélèrent entièrement sous la lumière rouge de la chambre noire, Adèle Moreau sentit une tension étrange dans l'air, non pas menaçante,
mais d'une densité inhabituelle, comme si l'espace autour d'elle s'était resserré, comme si le silence du musée avait brusquement pris une profondeur nouvelle. Les deux enfants fixaient un point légèrement décentré. Pas tout à fait l'objectif, pas non plus la perspective du photographe, un point invisible à l'intérieur même de la photographie, à la limite du cadre. Instinctivement, elle tourna la tête vers sa gauche, comme si ce qu'il regardait pouvait avoir laissé une trace dans la pièce, mais la salle demeurait absolument vide. Elle éprouva alors une sensation paradoxale, celle d'être observée non pas depuis l'extérieur, mais depuis le passé lui-même, comme si les enfants avaient été intégrés non seulement à l'image, mais à la continuité du temps. Tentant de se ressaisir, elle replaça la photographie sur la table de travail et entreprit, malgré sa nervosité croissante, de comparer ce cliché avec celui de 1931. Elle constata que la posture des jumeaux avait légèrement évolué. Ils n'étaient plus complètement face à l'appareil, mais orientés selon un angle subtil, comme s'ils avaient commencé une rotation lente, progressive, qui se poursuivait d'image en image. Ce détail, insignifiant pour quiconque ignorant l'ensemble du corpus, prenait à ses yeux la dimension d'un indice capital. Les jumeaux semblaient suivre un mouvement qui n'appartenait pas aux photographes, ni aux familles, ni aux événements représentés, mais à eux seuls, un mouvement qui progressait lentement à travers les décennies. En reprenant les clichés les plus anciens, Adèle nota que leur position avait toujours été légèrement asymétrique. Sur les premières photos, l'enfant placé à droite semblait décalé, comme s'il hésitait à entrer dans le champ, puis, au fil du temps, leur alignement se précisait jusqu'à ce qu'ils se tiennent exactement côte à côte, parfaitement droits, comme prêts à franchir une limite invisible. Cette idée la troubla profondément, car elle donnait l'impression que les enfants se rapprochaient non d'un lieu, mais d'un moment, comme s'ils convergeaient vers un rendez-vous fixé au-delà de l'échelle humaine. Cette intuition fut renforcée lorsqu'elle découvrit dans une boîte oubliée un cliché pris au début de l'année 1937. La photo représentait un groupe d'habitants devant l'église d'un village voisin. Elle reconnaissait parfaitement la scène, car elle avait déjà vu des versions similaires dans les archives. Mais cette fois, les jumeaux n'étaient pas à la périphérie, ni même au premier plan. Ils se tenaient exactement au centre de l'image, à l'endroit précis où se trouvait habituellement le maire ou le curé. Le groupe autour d'eux semblait naturel, comme s'ils avaient été présents lors de la prise de vue, personne ne paraissant surpris par leur position centrale. Cette normalité apparente donnait au cliché une dimension encore plus déroutante. Comment deux enfants inconnus qui n'appartenaient à aucune famille pouvaient-ils occuper une place centrale dans une photographie officielle sans que cela n'ait suscité la moindre remarque ? Adèle observa la photo sous tous les angles, cherchant un signe, un détail, un indice, et finit par remarquer, dans le reflet minuscule d'une vitre derrière eux, un fragment de perspective qui, agrandi avec précaution, montrait quelque chose d'étonnant. Dans le reflet, les jumeaux n'étaient pas au centre, mais légèrement plus proches de l'objectif qu'ils ne l'étaient sur l'image principale. Ce décalage minime mais réel donna lieu à une hypothèse vertigineuse. Et si les jumeaux n'étaient pas des sujets fixes, mais des présences dont la position exacte échappait au mécanisme photographique, comme si l'appareil lui-même ne parvenait pas à les saisir pleinement? Cette idée s'imposa d'autant plus qu'en examinant davantage de clichés de 1937, elle découvrit un phénomène encore plus troublant encore. Les enfants commençaient à apparaître sur des photos prises dans des lieux où elle savait qu'ils ne pouvaient pas être, car les tirages provenaient de collections privées dont l'authenticité était attestée. Sur plusieurs de ces images, ils se tenaient dans l'arrière-plan, flous mais reconnaissables, comme s'ils avaient été présents dans des instants qu'aucun témoin ne mentionnait.
Adèle comprit alors que leur apparition dans les archives n'était plus un phénomène passif, mais actif. Ils semblaient se manifester dans les images au fur et à mesure qu'elle les découvrait, comme si l'acte même de recherche attirait leur présence. Cette idée lui coupa le souffle, mais une preuve décisive vint la confirmer. Une preuve qui mit fin à toute résistance rationnelle. En ouvrant un tiroir où elle conservait les tirages qu'elle n'avait pas encore étudiés, elle découvrit une photographie dont elle savait qu'elle ne pouvait pas exister, car elle n'avait jamais été prise par un photographe. Un portrait montrant l'intérieur même de la salle des archives, avec ses grandes tables, ses étagères et ses lampes, parfaitement reconnaissables. La date inscrite au verso était celle du jour précédent. Sur l'image, on voyait Adèle elle-même penchée sur les documents, et derrière elle, légèrement dans l'ombre, parfaitement nette, les deux enfants, plus âgés d'apparence ou simplement mieux définis, qui regardaient l'objectif, tandis que leur reflet dans la vitre d'une armoire semblait se tourner non pas vers l'appareil, mais vers elle. Adèle demeura immobile, la photo entre les mains, tandis qu'un calme étrange s'installait autour d'elle. Un calme qui n'avait rien d'inquiétant, mais qui portait la certitude silencieuse que les jumeaux n'avaient jamais été liés aux familles, au village ou aux photographes. Ils étaient liés à l'observateur, à celui qui cherchait, à celui qui reconstituerait leur trajectoire, à celui qui finirait par les regarder assez longtemps pour qu'ils puissent enfin apparaître. Et lorsqu'en relevant la tête, elle aperçut dans la vitre de l'armoire deux silhouettes floues se tenir exactement à l'endroit où la photo les montrait, elle comprit que son enquête n'avait jamais consisté à les retrouver, c'était eux qui l'avaient retrouvés.